pas de budget d'investissement, on n'a que nos propres moyens. On a levé des fonds un peu au début, mais enfin voilà, on n'a pas des investisseurs qui remettent. On veut garder le contrôle aussi, hein, donc il y a un sujet d'indépendance qui est important pour nous, donc on ne peut pas ouvrir indéfiniment notre capital. Puis il y a un sujet, il ne faut pas s'en cacher, de vivacité de la concurrence. Je veux dire, les médias traditionnels qui n'avaient pas achevé voire pour certains pas complètement commencé leur transition numérique en 2015-2016, ils s'y sont quand même beaucoup mis, beaucoup moins naïfs, je dirais, sur les mécaniques d'abonnement. Donc il y a une concurrence qui est très vive et sans vouloir faire de polémique, il y a aussi une concurrence qui ne joue pas tout à fait avec les mêmes règles que nous. Depuis 2 ans, on a des promotions très très fortes sur Subscribe with Google, qui sont financées par Google et dont ne bénéficie pas tout l'écosystème. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Augustin Napels. Augustin, bonjour. Bonjour François. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le cofondateur et DG des Jours. Absolument. Alors, est-ce qu'on dit des jours ou de les jours ? J'imagine qu'il y a toujours un débat là-dessus. Il y a plein de débats, non, plutôt des jours dans ce contexte-là, mais on a plein de problèmes aussi avec le singulier et le pluriel, mais on a des éditeurs très attentifs à choisir la bonne formule selon les cas. C'est comme Le Point, ou etc. Je sais qu'à chaque fois, c'est des trucs qui choquent un peu. Les jours sont un média ou les jours c'est un média. Voilà, c'est le genre de petits détails. Alors, on va pas passer tout l'épisode sur le nom, quoi qu'on va y revenir quand même pour comprendre, mais surtout pour parler de ce média en général dont qu'on connaît bien, auquel on fait assez référence souvent. Donc je suis ravi de t'avoir à ce micro pour en parler. Alors on commence toujours par la carte d'identité du média, mais d'abord on va peut-être commencer par toi, parce que tu as un profil qui est un peu atypique, on va dire, peut-être par rapport à tes cofondateurs, tu pourras nous le dire. Est-ce que tu es passé par, tu viens du conseil classique, hein, des PwC, Accenture, avant de te lancer dans les médias en 2015. Alors, pourquoi ce choix de carrière ? Spoiler, j'imagine que ce n'est pas financier. C'est une très bonne intro. Et, non, je pourrais répondre par une pirouette en disant qu'aujourd'hui, je me demande plutôt pourquoi j'ai commencé ma carrière dans l'audit et dans le conseil, puisque finalement, on voit toujours a posteriori la cohérence de son propre parcours. Et aujourd'hui, ça me paraît évident d'être dans les médias. Mais c'est vrai que j'ai une formation plutôt économique et financière à la base, que j'ai commencé ma carrière dans ces Big Four de l'audit, du conseil. Mais finalement, ça n'a duré que 7 ans quand on regarde. Et ensuite, je suis surtout parti, moi, dans l'entrepreneuriat numérique. En 2009, j'ai rejoint un camarade qui avait créé une petite billetterie en ligne, un concurrent de Digitic et de WizEvent à l'époque. Et donc, en fait, assez vite, j'ai compris que moi, ce qui me plaisait, c'était plutôt l'entrepreneuriat numérique que les grosses structures. Et donc, que cette formation, ce background financier, finalement, m'a permis d'aller là-dedans. Et puis, j'avais quand même une petite histoire perso avec la presse. J'ai fait mon stage de 3e au Nouvel Obs à l'époque. Et pendant mes études, j'ai bossé à mi-temps dans une start-up à l'époque de la première vague Internet qui s'appelait FT Press. Peu de gens s'en souviennent, je pense. Mais pas de rapport avec le FT Non, mais ça voulait dire French Touch Press, je crois. D'accord. Et ça éditait des newsletters d'information. C'était un média en ligne déjà, de la première bulle Internet, avec tous les problèmes de modèle économique de l'époque. Mais voilà, c'était une expérience qui m'avait marqué. Et donc ce côté start-up et presse, finalement, j'avais envie d'y revenir. Et donc, puis t'apportes ton bagage justement un peu solide en économie, en méthodologie qui peut parfois manquer. Je sais pas s'il manque, mais en tout cas, il aide. Il aide. Voilà, je sais pas s'il manque. Et c'est vrai que c'est un peu comme ça, d'ailleurs, que je me suis retrouvé à cofonder les Jours. Donc j'étais dans cette start-up de billetterie en ligne. On était en train de se vendre à un concurrent. Et par des connaissances communes, quelqu'un me dit, tiens, il y a une bande de journalistes qui se réunit là, qui réfléchit à lancer un média. Et ils sont tous de Libé. Et ils cherchent, ils font des apéros toutes les semaines où ils reçoivent des gens de compétences différentes, non journalistiques, pour parler de leur projet. Vas-y, va voir, ça peut être marrant. Et moi, j'étais un grand lecteur de presse. J'ai toujours beaucoup lu les médias.
Et donc j'étais super content d'aller voir des gens mecs au départ d'un projet et voir un peu ce qu'ils avaient et puis d'aller voir des gens que je lisais dans l'eBay aussi pour certains. Enfin, tu vois, il y avait un petit côté image Panini. Les gens que je lis d'habitude, je vais aller à un apéro pour leur parler de l'entrepreneuriat. C'était assez sympa comme idée. Et alors donc tu vas les voir et c'est quoi, c'est ça la jeunesse, ils sont chez l'eBay, ils se disent tiens on va monter on s'y retrouve pas, ou on a des idées. C'était pas créé, hein, t'es le cofondateur, c'est vraiment... Là on est en fin 2014, et en fait la genèse, pour être tout à fait précis, c'est un contexte particulier. l'eBay à l'époque est en grande difficulté financière, ce qui lui arrive de temps en temps, et il y a tout un groupe de salariés qui sont en train de se réunir pour réfléchir à une reprise à la barre de l'eBay par les salariés, si jamais ça se produit. Et donc, ils cogitent sur qu'est-ce que ça pourrait être un modèle éditorial si on reprenait, nous, groupe de salariés, l'eBay à la barre. Et donc, c'est ça la genèse au départ. C'est tout ce brainstorm, toute cette réflexion de ce qu'ils auraient fait s'ils avaient pu le racheter. Voilà, ils brainstorment là-dessus. Ils commencent ces apéros chez les célèbres Gary Bertz, donc Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts, qui sont les journalistes médias de Libération, qui dirigent le service média de Libération à l'époque. Et autour d'eux, il y a pas mal de monde. Il y a plus de monde même que les cofondateurs des jours, parce qu'il y a des gens qui sont restés à l'eBay, qui sont partis faire autre chose. Donc il y avait pas mal de monde. Et donc ils réfléchissaient à ce projet de reprise par les salariés. Et là arrive la reprise par Patrick Drahi. Donc, patatras, ou en tout cas, l'eBay est sorti d'affaires financièrement, mais un certain nombre d'entre eux ne sont pas forcément convaincus qu'ils ont envie de monter ce projet sur lequel ils réfléchissaient sous l'égide de Patrick Drahi. Voilà, et puis ça se pose plus comme ça, mais par contre ils se disent, mais ce projet on y croit, on a envie de le creuser. L'arrivée évidemment d'un nouvel actionnaire ouvre des clauses de cession ou des plans de départ, donc une opportunité qu'on connaît bien, et que le fameux Pôle emploi Ventures qui a financé tant de startups et de médias. Et donc c'est comme ça que eux commencent à continuer ces apéros, et que moi j'arrive fin 2014. Et là, je fais un premier apéritif, j'ai un super fit avec les gens qui sont là, je reviens une semaine, 2 semaines, enfin voilà, je finis par être dans le paysage. Début 2015, il y a un moment où 8 d'entre eux décident de prendre le plan de départ pour monter le projet, et moi je suis le 9e, donc il y a à l'époque 9 cofondateurs, 8 venant de Libération et moi. Donc 8 journalistes. Voilà, 8 journalistes. Et toi. Et moi. Tu nous diras un petit peu, peut-être justement, ce que tu fais. Mais continuons l'histoire, parce que c'est quand même intéressant. L'origine du nom, d'où ça vient les jours. L'honnêteté commande de dire que je n'en sais rien, et que, comme souvent les genèses de start-up, ça se perd un peu dans les limbes ou dans les versions différentes. Donc il faudrait que je redemande à mes associés s'ils savent exactement d'où ça vient. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une volonté de faire référence à la presse. Il y a beaucoup de journaux qui s'appellent L'Orient, Le Jour, voilà. Et il y a une notion aussi de la temporalité. Dans le projet des jours, il y avait l'idée de redonner de la mémoire à l'info, et donc les jours, c'est hier, aujourd'hui, demain, c'est cette notion d'inscription dans le temps. Dans le temps, voilà. D'accord. Mais je sais plus, enfin je sais pas s'ils savent eux-mêmes, mais moi je sais pas exactement comment le nom est né. Il existait quand je suis arrivé, en tout cas. Ok. Qu'est-ce que avant qu'on parle qu'on continue la carte d'identité, alors j'ai dit, donc tu es le DG, c'est quoi le scope? Donc tu n'écris pas, a priori? Ah non, je te confirme que je n'écris pas, heureusement pour les abonnés des jours, parce que ma prose est assez aride, mais non, j'aime bien dire que je m'occupe de tout ce qui n'est pas journalistique. Et plus précisément, donc les jours maintenant, c'est présidé par Isabelle Roberts, donc qui est la présidente, moi je suis le directeur général, et il y a un directeur de la rédaction qui est Raphaël Garrigos. Voilà un peu la structure, je dirais, dirigeante. Ouais. On est même si c'est assez horizontal, t'es une petite équipe. On est 11. Et moi, plus directement, on va dire que mes deux collègues les plus réguliers, c'est c'est Julien Apac qui est au marketing, et Adrien Hérault qui est le développeur, le directeur technique. Donc on est un petit pôle comme ça, on va dire produit, technique, marketing, avec évidemment Isabelle Roberts qui est toujours là sur les décisions qu'on prend. Et puis moi, je m'occupe aussi beaucoup, évidemment, de l'aspect financier, hein, de m'assurer qu'on a assez d'argent pour payer tout le monde, de trouver des fonds le cas échéant, etc. Donc ça, c'est une grosse... Enfin, la gestion quotidienne d'une petite TPE-PME de presse, c'est aussi un gros boulot. C'est un gros boulot. Et lever de l'argent, c'est aussi un boulot, et c'est vraiment un rôle de plus en plus... que je vois de plus en plus dans les médias, s'entourer de quelqu'un qui est capable de le faire, alors que ce soit auprès de fonds, que ce soit des campagnes de crowdfunding, que ce soit des subventions, peu importe le type de financement. C'est presque un métier à temps plein maintenant dans le média. Ouais, en tout cas,
et je dois préciser que je suis évidemment pas le seul à le faire, parce qu'un média comme celui-là, quand on lève des fonds, il faut l'incarner. Et évidemment que Isabelle Roberts, Raphaël Garrigos, ils l'incarnent aussi quand on a eu besoin de chercher des financements au départ. Et c'est aussi eux que je mets en avant. C'est pas Augustin Appels ouais, non, mais bien sûr. Voilà. Mais effectivement, la préoccupation de comment, en tout cas en attendant le break-even, comment combler l'écart entre les charges d'un média et ses recettes, elle est forcément permanente. Nous, on a un peu fait feu de tout bois. Je peux faire, si on fait l'historique depuis qu'on s'est monté, on a fait un crowdfunding en 2015 avant de se lancer. On a fait des levées de fonds classiques auprès de Business Angels pour un total d'à peu près entre 2016 et 2019 de 900 000 euros, je pense, à peu près. Pour combien de capital Aujourd'hui, les fondateurs eux-mêmes doivent posséder à peu près 70% du capital. Donc à peu près, au total, on a dû ouvrir 30%, sachant que là-dedans, il y a une bonne... Le premier actionnaire, on va dire, non cofondateur, c'est La Foule, c'est la Société des Amis des Jours. Donc c'est une holding qui réunit des lecteurs, des abonnés. Plutôt bienveillant, a priori. Voilà, quoi. et puis on a fait aussi de l'equity crowdfunding, ce qui est un peu plus rare, avec Anaxago à l'époque. Oui. Donc voilà, donc on a fait beaucoup de choses. Et après, on a été évidemment regardé, on a fait de l'emprunt bancaire auprès de l'IFSIC. Je sais pas si... Qui aide beaucoup aussi. Ce serait intéressant de faire un épisode d'ailleurs avec eux, parce qu'ils aident beaucoup les médias quand même. On en parle assez peu. Ouais, c'est un vrai... quand on commence à avoir un peu de... Moi, j'en parle souvent avec les adhérents du SPIL, dont on parlera peut-être plus tard. L'emprunt bancaire, ça peut être aussi un levier intéressant pour un média qui a un peu de maturité, évidemment un peu de revenus. Mais c'est de l'argent finalement presque moins engageant que du capital. Effectivement, ce que je ne l'ai pas précisé, mais tu es le vice-président du SPIL. Voilà, autre fonction éminemment prestigieuse. Tu manquais un peu de boulot, tu avais du temps, donc on en parlera effectivement un petit peu tout à l'heure. C'est intéressant. Je reviens sur le média. Je ne l'ai peut-être pas précisé, c'est un média sur abonnement, sans pub. Absolument, média généraliste. Média généraliste, on a pu le dire, un carte d'identité un peu... Exclusivement en ligne, sur abonnement et sans pub, tout à fait. Et avec notre originalité, c'est qu'on raconte l'actualité en série. Et on renonce à l'exhaustivité et on choisit dans l'actualité des thèmes, des grands sujets qui nous paraissent pertinents, qu'on appelle des obsessions. Et ces obsessions, on les raconte avec les codes narratifs d'une série télévisée. Donc on ne parle pas d'articles, on parle d'épisodes. Ouais. On a des personnages, on essaye en tout cas sur certaines de ces séries, d'avoir un vrai arc narratif avec des arches courtes et des arches longues, comme on peut le retrouver dans les séries télé. Il y avait cette volonté, en fait, dans ce projet éditorial dont je parlais au début, auquel ils réfléchissaient, de se dire qu'est-ce que ça pourrait être de créer un média from scratch aujourd'hui. C'est-à-dire que toute la presse en ligne est quand même, à la base, issue souvent de logique papier, transférée en ligne pour les grands médias. Ils ont gardé leur rubrique qui était liée au papier. Ils ont presque, pour certains, gardé, en tout cas à l'époque, en 2015-2016, gardé une apparence assez proche du papier, des PDF, etc. Il y avait eu une première génération de pure players avec Rue 89 et Mediapart notamment, en 2007-2008. Et nous, on se considérait un peu comme la sorte de deuxième génération des pure players, où on voulait profiter de l'évolution qu'il y avait eu sur tout ce qu'on pouvait faire sur le web et de se dire comment on fait un média de qualité purement en ligne. C'était aussi l'idée d'aller un peu contre cette idée que il y avait cette notion qui courait un peu que le média en ligne, c'était du bâtonnage de dépêches, c'était du... c'était encore l'époque où c'était gratuit, c'était la course à l'audience, voilà. Et par tous les moyens. Donc il y avait un peu à boire et à manger dans la qualité de ce qui était produit. Et nous, on voulait en fait faire un vrai beau et bon média en ligne avec des logiques sorties de dire j'étais papier, donc il faut que je retranscrive un peu mon mode de fonctionnement, mon mode de production de l'information papier, de se dire plutôt on part de zéro, on garde le meilleur, selon nous, de ce qui se faisait sur la presse papier, notamment l'attachement à l'image, à la photo, à l'icono, le fait de faire une mise en scène très belle de l'information, de faire attention à la typo, etc., de faire attention au titre, parce les gens venaient de Libération, donc évidemment il y avait cette notion-là. Ouais, mais par exemple, quand on se lance en 2016, on est les premiers à négocier avec les agences de presse photo et avec les photographes des accords pour une publication exclusivement en ligne. Eux, ils avaient l'habitude ils vendaient sur du papier pour des prods photos pour Libé Le Monde sur papier, et puis il y avait un petit codicile sur on reprendra autorisation online. D'utiliser online, ouais. Donc Sébastien Calvet à l'époque, qui était notre directeur photo, a été le premier à négocier avec les agences photo, les photographes indépendants, voilà. Donc on avait vraiment cette volonté nous de ne pas faire du cheap, au contraire d'être un produit
produit éditorial assez haut de gamme, assez de conférer une apparence de luxe presque à ce qu'on faisait. Et il était de combien l'abonnement à l'origine? Il est toujours dans le même zoo qu'aujourd'hui. On a dû se lancer à 9 euros par mois et 90 euros par an à l'époque. On a augmenté très légèrement en mars 2020, on a augmenté un tout petit peu nos tarifs, et on a aussi séparé les tarifs CB et CEPA, on pourrait en reparler si tu veux. Ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est moins cher quand on paye en CEPA? Oui. Bon, ça c'est malin, c'est ce qu'on fait pour nos locations de bureau aussi. On dit à nos locataires, si tu payes c'est du CEPA, je te fais une petite ristourne. Voilà, on a beaucoup travaillé sur comment migrer le plus possible notre base d'abonnés en CEPA. On peut pas révéler tous nos secrets, mais c'est Non, mais c'en est un peu connu en tout cas, ouais. Où effectivement en termes de parce qu'une CB ça expire en fait, et c'est expire, compliqué. Il y a forcément un peu de perte quand tu relances les gens pour leur dire de remettre leur nouvelle CB, c'est compliqué. Ouais, et puis ça ne fait pas qu'expirer. En plus, même quand tu es sur des systèmes mensuels, tu as des refus d'autorisation un peu obscurs que tu n'as pas sur le CEPA. C'est-à-dire que le CEPA est prioritaire. Je sais. Honnêtement, peut-être que c'est pas des atteintes de plafond aussi. Ouais, il y a des atteintes de plafond. On a fait beaucoup de choses parce qu'on est assez agile technologiquement. On a une équipe technique en interne et tout, pour essayer de représenter les paiements en carte au bon moment, à différents moments du mois, faire différents retries et tout. Tu vois, c'est de craquer un peu le code. Tête, voilà. Mais de fait, pour entrer dans les détails, notre churn involontaire en CB était stratosphérique par rapport à celui en CEPA. Donc il y a un moment, tu te dis... il faut que je passe tout le monde en CEPA. En tout cas, le plus possible, vu l'effort quand même que c'est de trouver des abonnés, de les garder, etc. Quand tu as un churn involontaire bien plus élevé sur une mode que sur l'autre, Surtout que ça doit rendre fou, un churn involontaire. Oui, parce que de fait, tu te rends compte qu'il est vraiment... Enfin, en partie, il est volontaire, évidemment, il ne faut pas se mentir. Oui, si tu te rends compte que ton abonnement n'est pas passé, tu te réabonnes, tu veux dire. Voilà, ou certains juste, il y a eu un refus d'autorisation ou une carte expirée, mais dans le fond, ils vous laissent des abonnés, c'est vrai, il y en a une petite part. Mais la plupart, t'as un usage qui est pas toujours... qui a des fréquences qui varient, en fait, surtout quand nous, on a une proposition éditoriale, je te le disais, avec des séries, des obsessions, qui sont un peu des verticales, donc avec des thèmes qui intéressent plus ou moins à un instant T quelqu'un, mais ils sont contents de rester abonnés. Et ils veulent une nouvelle série qui leur plaît. Ils veulent se reloguer au jour, et là, mince, en fait, je m'aperçois que ma CB avait expiré il y a 3 mois, mais dans le fond, ils voulaient pas se désabonner. Donc, Ouais, je comprends. Donc ça, c'est le type du jour pour les éditeurs, voilà, c'est d'essayer de passer, on sait pas. Donc cet abonnement, vous êtes uniquement sur abonné, et on reviendra sur les obsessions, évidemment, hein, qui est non pas votre secret, mais en tout cas votre ligne éditoriale sur les formats. C'est quelque chose sur lequel vous êtes très fort et qui a fait beaucoup parler des jours, hein, qu'on soit clair. On le cite encore en référence aujourd'hui. Combien vous avez d'abonnés? On a à peu près 11 000 abonnés aujourd'hui, ce qui est notre point mort. On est à l'équilibre économique. 11 000 abonnés. Ok, et c'est quoi les canaux d'acquisition? Alors, c'est étonnamment, parce que c'est pas si classique que ça. On a historiquement pas mal Twitter, en fait, notamment parce qu'on avait des journalistes qui étaient assez suivis sur Twitter, notamment les Gary Bertz, qui sont des journalistes médias qui étaient assez suivis sur Twitter, donc on avait un gros following comme ça, pas mal quand même de notoriété spontanée, parce on travaille quand même une matière où on essaye d'avoir, même si on n'est pas forcément connu que pour les scoops, mais on a quand même une information exclusive, donc qui peut être assez souvent reprise, donc dans les revues de presse, des radios, dans d'autres médias, donc il y a une forme de notoriété spontanée ou de venue par d'autres médias. Et après, on a des travaux, on travaille pas mal une base mail aussi, hein, avec des stratégies d'acquisition qui peuvent ressembler à ce que font aujourd'hui les gens avec des paywalls, des smart paywalls ou des choses comme ça. Enfin, on essaye de convaincre les gens de nous laisser une adresse email, de leur présenter. Et puis derrière, tu les travailles en marketing automation. Et c'est quoi justement le mix? Il y a d'articles gratuits, paywall, etc. Parce qu'on a dit que c'est un média payant. Tu te dis quand même que vous faites du marketing. Tu pourrais nous décrire rapidement ce mix? Tout à fait. Au départ, on était sur un paywall très très strict. Et peu à peu, évidemment, on réfléchit aux stratégies de comment tu gères la frustration, en fait. Hein. La mécanique de l'abonnement, c'est une mécanique d'en donner un peu, mais pas trop. Donc au départ, on était pas mal sur paywall ultra strict, et par contre, dès que tu es abonné, tu peux partager quasi en illimité. Et ça, on a toujours un peu cette logique-là. Quand tu es abonné, tu peux offrir un article ce que fait Mediapart sans limite. Ici, assez bien. Voilà, ils font plus, mais je sais, eux le font un peu historiquement, on voit régulièrement des articles. Ouais, donc on avait cette possibilité, on a toujours d'offrir un article, même d'offrir 15 jours d'abonnement. Voilà, donc on a pas mal travaillé sur le pair à pair, la viralité en quelque sorte. Et après,
à mesure que notre inventaire d'articles augmentait, que les séries qu'on avait quelques années de bouteilles, on s'est dit qu'il fallait donner à lire des séries qui avaient quelques années pour montrer la mécanique. Et donc on s'est mis à avoir une sorte de zone d'archives où les séries qui avaient quelques années, on les ouvrait. Donc ça c'est toujours le cas. On a une sorte de zone en clair plutôt pour des séries plus anciennes. Et dernière stratégie un peu plus récente, on s'est mis sur nos séries, elles font, on va dire, il y a toutes les tailles, mais 10 à 12 épisodes, 10 à 12 articles pour la moyenne. On s'est mis, quand on a commencé à atteindre le milieu de fin de série, à ouvrir le premier épisode. Un mode teaser. Voilà, un mode un peu teaser. Donc voilà, toutes ces stratégies-là. Mais ça reste quand même globalement un paywall assez strict. Oui, vous positionnez comme un média payant. Il y a d'autres sources de revenus en dehors des campagnes de financement dont tu as parlé. Oui, il faut préciser que l'abonnement c'est quand même 90 à 95%. Et vous êtes rentable là aujourd'hui. Tu dis à 11 000 abonnés, vous êtes rentable. Absolument, on en est fort fiers et moi j'en suis particulièrement fier parce que c'était mon premier exercice bénéficiaire d'entrepreneur. Hein, c'est pas rien, bravo. Voilà, mais en 2021, on a fait on a fait un résultat net de plus 50 000 euros, ce qui est modeste, mais c'était notre premier exercice rentable. Et je pense qu'en 2022, on sera toujours à l'équilibre ou très proche. Donc voilà, après, ça reste un défi, l'économie de la presse, on pourra en parler plus en détail. Mais ouais, on est rentable. Et qu'est-ce qui t'empêche, là, vous avez 11 000 abonnés, à ressources constantes, d'en avoir 22 000, le double, 30 000 il y a un plafond, c'est des moyens pour faire l'acquisition? Alors, rien ne m'en empêche au sens où avec cette structure-là, on pourrait quasi avoir effectivement doublé le nombre d'abonnés. On aurait sans doute besoin d'avoir un peu plus de monde au service client, etc. Oui, mais c'est à la marge presque. Et à l'équipe technique, mais clairement on pourrait. Il y a plusieurs choses. Évidemment, oui, il y a un sujet moyen. On n'a pas de budget d'investissement, on n'a que nos propres moyens. On a levé des fonds un peu au début, mais enfin voilà, on n'a pas des investisseurs qui remettent. On veut garder le contrôle aussi, hein, donc il y a un sujet d'indépendance qui est important pour nous, donc on ne peut pas ouvrir indéfiniment notre capital. Donc il y a évidemment un peu un sujet moyen, et puis il y a un sujet, il ne faut pas s'en cacher, de vivacité de la concurrence, qui est les médias traditionnels qui n'avaient pas achevé voire pour certains pas complètement commencé leur transition numérique en 2015-2016, ils s'y sont quand même beaucoup mis. Ouais. Beaucoup moins naïfs, je dirais, sur les mécaniques d'abonnement. Donc il y a une concurrence qui est très vive. Et sans vouloir faire de polémique, il y a aussi une concurrence qui ne joue pas tout à fait avec les mêmes règles que nous. Notamment, je pense depuis 2 ans, on a des promotions très très fortes sur Subscribe with Google, qui sont financées par Google et dont ne bénéficie pas tout l'écosystème. Donc, quand on a des concurrents plus gros qui affichent des abonnements prix à moins 50%, financés par ailleurs, forcément, on ne joue pas tout à fait à armes égales sur ce sujet-là. Et enfin, aussi, pour ne pas tout mettre sur le dos des autres, cette concurrence-là, on l'a toujours dit nous et on l'a toujours théorisé, on n'est pas en concurrence qu'avec des médias, on est tous en concurrence sur l'attention. C'est exactement ça. Nos concurrents, c'est aussi Netflix, c'est aussi Twitch, c'est aussi les jeux vidéo, c'est aussi les podcasts. Donc, il y a une demande énorme d'attention sur le marché qui est forte. Et enfin, je pense que pour toute la presse, il y a eu un pic d'intérêt pour l'actualité, en tout cas pour la presse d'actualité généraliste. Il y a eu un pic d'intérêt pour l'actualité, on va dire, entre mars et fin 2020, avec le Covid, avec cette côté, tout le monde voulait s'informer. Et au contraire, aujourd'hui, on ressent plus une forme de fatigue informationnelle, quelque chose dont on parle qu'on voit dans les études. Qu'on voit dans les études, le Nieman Lab... pas le Nieman Lab, plutôt le Reuters Institute en a pas mal parlé. Il y a eu une étude de la Fondation Jean Jaurès là-dessus. C'est un truc qui monte, mais c'est un truc que nous, on sent vraiment. C'est vrai que cet enchaînement de crises, cette actualité un peu anxiogène, fait qu'il y a une partie des gens qui ont envie de se couper de l'info. Et je pense que pour un média généraliste, ta capacité à croître, elle est quand même pas mal indexée sur l'intérêt général pour l'info. Oui. Donc, au-delà de la qualité de ce que vous faites, etc., c'est général, c'est le marché. Donc il y a des périodes où les gens ont plus envie de s'informer et d'autres moins, et je pense qu'on est dans une période un peu plus difficile de ce point de vue-là. Ça veut pas dire que... Je pense que ça veut dire qu'on est toujours très utile, mais que ça peut être un peu plus dur. Ouais. Il faut se battre, encore plus, quoi. Je reviens sur... oui, alors tu n'as pas répondu à la toute première question, pardon, qui était sur des autres sources de... Ah oui, donc 95% d'abonnements. Et le reste de la diversification dans l'édition de livres, on a une activité assez régulière
d'adaptation de certaines de nos séries journalistiques en livres, où on fait des partenariats avec des éditeurs ou parfois de la coédition. Là, les plus récents, on a fait une coédition avec la Revue Dessinée, l'adaptation d'une partie de nos enquêtes d'Aurore Gorius qui s'appelle À l'oreille des politiques en BD, donc avec la Revue Dessinée. Et on a fait avec Flammarion a sorti en livre une de nos enquêtes qui s'appelait La science du crime. C'était un peu le CSI, mais le vrai CSI au labo de la gendarmerie scientifique. D'accord. Et historiquement, notre livre qui a le plus fait date et marché, c'était l'adaptation de la série de David Thompson qui s'appelait Les Revenants, qui est un peu la série qui a inventé le terme, qui a fait entrer dans le dictionnaire le terme Les Revenants pour parler des djihadistes qui revenaient en France, et qui a eu le prix Albert Londres en plus. Hein, donc ça, c'est quand même très prestigieux. On était très fiers. Tu m'étonnes. Et qui, elle, s'est vendue à quasi 40 000 exemplaires. Donc voilà, c'était un vrai succès de librairie. Et à l'époque, forcément, ça a eu un impact, sur nos revenus. Et est-ce que le choix, et ça me permet de faire un peu la transition sur la partie un peu édito de vos obsessions, le choix de ces obsessions a un impact forcément, tu vois, quand tu me dis qu'il y en a une qui est Les Revenants, qui cartonne, vous gagnez un prix, etc. J'imagine que ça fait que derrière vous avez des reprises dans la presse, ça doit générer des abonnements. Est-ce que le choix des séries peut être dicté à un moment donné en se disant bah ça devrait bien marcher en termes d'abonnement ou pas? Alors, je provoque un peu, j'imagine que c'est pas le seul drive en tout cas, mais non, alors il y a forcément un impact, la question c'est de savoir lequel. La data c'est compliqué quand on est un média, c'est toujours compliqué, la data à mon avis c'est toujours plus un art qu'une science dans les médias, et encore plus quand on est un média de taille relativement réduite, où le contrefactuel n'est pas toujours évident, c'est-à-dire oui cette obsession a marché, celle-là peut-être provoque un peu moins d'abonnements, mais est-ce que si je l'enlevais, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se désabonneraient? Donc on essaye d'être un peu multifactoriel sur comment on analyse une obsession, et on essaye, je dirais, la data informe, mais chez nous en tout cas, elle ne guide pas totalement. C'est-à-dire qu'on considère quand même qu'il y a une logique d'offre aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dois avoir une proposition éditoriale, une forme d'originalité. Tu peux pas, quand tu as 11 000 abonnés, tu vises les 500 000 qui ne te connaissent pas. Donc tu peux regarder à fond ce que font les 11 000, mais dans le fond, l'important c'est plus qu'est-ce qui va faire que les 500 000 aussi, que les 500 000 autres viennent te voir, et ça, tu as beau regarder tes datas de très près, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué d'imaginer. Et voilà, pour finir, donc on essaye d'être un peu multifactoriel sur l'analyse. On va regarder les séries que les gens ont regardées avant de s'abonner, les séries que nos abonnés ont lues, les séries que nos non-abonnés ont lues. Voilà, on essaye de combiner un peu de ça pour se faire une idée. Mais on garde aussi cette logique. Les médias, c'est particulier. Il y a parfois des séries que les gens lisent pas, mais ils sont assez fiers que les médias qui aident, qui financent en s'abonnant, les fassent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, évidemment, une sorte de soutien, comme on dit souvent, je reprends l'exemple de Mediapart, qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, mais ne le lisent jamais, mais sont fiers quelque part que des affaires sortent et qu'un média comme ça, indépendant, existe. Voilà, je pense que beaucoup de médias maintenant se mettent à faire des rapports d'impact pour montrer justement que leurs informations sont d'intérêt public, et je pense que dans la logique qu'il y a ça, nous, on tient toujours à faire des séries, par exemple, sur l'international, qui sont pas les séries les plus lues, parce que on a plus... Je sais pas, il y a une tendance logique à vouloir savoir d'abord ce qui se passe près de chez soi plutôt que plus loin. Mais on le fait toujours parce qu'on sait que il y a aussi une forme de fierté, d'identité à ce média il va creuser là où les gens sont pas, parler de problématiques de migrants au Sénégal, c'est peut-être pas le truc, c'est pas le truc mainstream en tout cas, mais c'est un thème important, un peu sous couvert, et voilà. Donc c'est vrai que ces obsessions, alors tu l'as un peu expliqué, hein, c'est vraiment des séries d'articles. Ça a été popularisé par Quartz à l'époque, des séries d'articles publiés dans le temps, et donc c'est sur un temps long et creusé en profondeur, hein, ce qui était aussi en rédaction avec trop de bâtonnage, d'actualité un peu trop chaude, etc. Comment se séquence la publication de ces articles? Est-ce que vous avez une espèce de méthodologie maintenant? Vous savez que, je sais pas, c'est un article par semaine, c'est un article par mois. Est-ce qu'il y a un savoir-faire là derrière sur ces obsessions? Alors, il y a un gros savoir-faire sur les obsessions, et évidemment parce que c'est un modèle éditorial qu'on creuse depuis bientôt 6 ans maintenant. Mais je dirais qu'il y a différents types de séries. Mais globalement, c'est rare qu'on soit à moins d'un épisode par semaine, parce qu'on essaye aussi de créer des rendez-vous. Et après, on va dire qu'il y a
pour schématiser, il y a deux grands types de séries. Alors, on parlait beaucoup d'obsession au début, et maintenant on s'aperçoit que le terme d'obsession, il parle bien à nos abonnés, mais que série, parfois c'est plus compréhensible à l'extérieur. Donc j'alterne entre les deux. Mais il y a des séries qui sont, on va dire, un peu plus froides, et donc plus scénarisées d'une certaine manière. On sait à peu près où on va, on a comme un genre de storyboard, si tu veux, où on sait qu'on a 10, 12 épisodes prévus, donc on peut un peu les caler. Et là, l'idée, c'est souvent la sauce un peu secrète, c'est d'essayer que nos séries arrivent un peu avant les coups de projecteur de l'actualité, mais viennent se cogner contre l'actualité. En fait. D'accord. Par exemple, je sais pas, tu sais que tel procès va arriver, on l'avait fait pour les Balkany, ça avait bien marché, le procès des Balkany va arriver, c'est une histoire assez incroyable quand même à retracer, pour redonner de la mémoire à l'info. Donc tu pars quelques semaines avant le procès, tu embarques aussi ta communauté, tes abonnés là-dedans, et le procès arrive, les projecteurs je dirais, Médiatique de tous les autres médias, l'attention est dessus sur ce sujet. Et là, toi, tu as plus de profondeur. C'est un peu ça notre modèle. On dit souvent qu'on n'est pas slow, on est profond, on est deep. Voilà. Donc on essaye d'être plus profond sur ces sujets-là. C'est ça un peu donc la temporalité, ça peut être globalement, ça peut être un article par semaine sur une série. Certaines, si elles le justifient, ça peut être plus. Par exemple, là, en ce moment, il y a les midterms américaines. On a un super analyste de la politique américaine qui s'appelle Corentin Célin, qui est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pour moi, analyste de la politique américaine. Il a fait un article la veille de l'élection d'analyse, et il va faire un article 2-3 jours après de résultats. Donc ça, il y a des séries qui sont, on va dire, plus dans une temporalité d'actu, où là, c'est quand l'actu le justifie. Quoi. Ouais, d'accord. Donc il y a un peu le froid et le chaud, mais à chaque fois, quand même, vous essayez de raccrocher ça à un événement qui peut faire écho dans l'actualité. Ouais, on croit pas au modèle, enfin, en tout cas, nous, on croit pas au pur slow ou au pur hors actu, parce que c'est quand même difficile Pour le coup, je pense que le numérique se prête peut-être un peu moins à ça. Et c'est difficile, économiquement, d'être que froid. Moi, je trouve, en tout cas, de faire que du pur mag, c'est difficile de faire que les gens s'abonnent là-dessus. Oui, ça, on peut en parler, mais effectivement, c'est un peu plus compliqué. Parmi toutes ces séries, est-ce que vous avez quand même un ADN? Il y a des séries que vous privilégiez, tu vois, que ce soit politique, investigation. Et puis, qu'est-ce qui a bien marché? Tu as parlé de quelques-unes, hein, les Revenants notamment. Mais ça a été quoi les grands succès des jours? Alors, Les Revenants en est un, effectivement. Notre blockbuster historique, c'est quand même L'Empire, hein, qui est la série d'Isabelle Robert et Raphaël Garrigos sur la prise de contrôle de Canal+ par Vincent Bolloré, qui s'est transformé, qui a ensuite suivi toute la constitution de l'Empire Bolloré dans les médias, je peux dire. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, on est, je crois, à plus de 190 épisodes, c'est notre série la plus longue de loin. Isabelle et Raphaël ont coutume de dire que Vincent Bolloré est notre meilleur scénariste. Donc ça, c'est une série vraiment emblématique, et c'est sans doute la plus lue chez nous. Voilà, c'est pour le coup, on était là avant tout le monde sur Bolloré, sur le fait qu'il était en train de se constituer avec des méthodes qui sont les mêmes partout, qu'on a vu chez iTélé, devenu CNews, qui se répètent à Europe 1, etc. Isabelle et Raphaël sont vraiment les meilleurs connaisseurs de Vincent Bolloré dans l'univers médiatique, en tout cas. Donc ça, c'est vraiment c'est une série très emblématique. Donc oui, on a parlé des Revenants, il y a ce que fait tout le travail d'Aurore Gorius sur les conseillers et les lobbyistes. J'en oublie sans doute, mais voilà. Et je dirais notre ADN, souvent, c'est de se dire que aussi l'investigation n'est pas réservée aux politico-financiers. On peut investiguer sur la culture, sur le sociétal, sur la conso. Même un des trucs qu'on se disait quand on préparait le lancement, c'était que comme on était un média sur abonnement, sans publicité, un des avantages concurrentiels qu'on pouvait avoir, c'était d'aller enquêter sur les plus gros annonceurs de la presse française. Donc on a regardé qui sont les plus gros annonceurs, et il y avait par exemple la cosmétique et les voitures. On a fait des séries qui ont très bien marché à l'époque sur l'envers de la cosmétique, on va dire, ou sur on a été parmi les premiers, je pense, à faire monter dans l'agenda médiatique la question des SUV, des questions écologiques que ça posait. Donc on essaye aussi de se faufiler, on va dire, dans des secteurs où on vous attend pas forcément. En tout cas, il y a pas de. Et qu'est-ce qu'il y a? Une autre emblématique, par exemple, sur notre thème, c'est Sofian Fanen, qui est un de nos journalistes qui est spécialisé sur la musique et d'ailleurs aussi les transports, qui a fait plein d'enquêtes sur l'économie du streaming.
La fête du stream, la série, mais qui a plein de saisons et qui fait vraiment référence, je pense, dans le secteur. Dans le secteur, ouais. Je reviens sur ce que tu as dit quand même par rapport un peu à l'indépendance. Tu penses qu'on peut pas être un média avec de la pub et être indépendant ? Non, je pense pas ça. Je pense qu'il faut pas être, caricatural du tout là-dessus. En revanche, je pense que globalement, pour qu'un média fonctionne et ait la confiance de ses lecteurs, il faut que son modèle éditorial soit cohérent avec son modèle économique, ou l'inverse. Et donc, la transparence et si vous êtes un média sur la pub, il faut qu'on sache qui sont les annonceurs. Il faut, à mon avis, bien séparer le contenu, enfin bien identifier en tout cas le contenu sponsorisé voilà. Mais je dirais plutôt que dans la presse écrite généraliste, ça simplifie les choses de pas avoir de rapport avec des annonceurs parce que ça ôte une suspicion. Et on a un souci, toute l'industrie a un souci de confiance entre les lecteurs et le média. C'est pareil, j'enfonce des portes ouvertes, mais on parlait de la fatigue informationnelle. Le sujet de la confiance est un vrai sujet. Et je pense que une manière de sortir de la suspicion qu'il peut y avoir sur la sincérité, l'indépendance des médias, ça peut être de ne pas avoir cette relation-là. Mais ça ne veut pas dire... En France, il y a plein de médias qui ont de la publicité, qui sortent des scoops, qui sont évidemment... Enfin, le Monde a de la publicité. Je pense que c'est difficile de dire que le Monde n'est pas... En tout cas, la rédaction du Monde n'est pas indépendante. Voilà, donc, c'est des sujets qui reviennent toujours. Moi, je suis convaincu qu'ils sont indépendants. Mais après, qu'est-ce que l'indépendance? Tu vois, on peut en parler, on peut donner la définition du SPIL de l'indépendance. Mais... Ouais, vas-y, faisons une petite aparté parce que c'est intéressant et c'est un sujet que j'ai régulièrement avec des amis, tu vois. Voilà, c'est Le Monde. Est-ce que tu es totalement indépendant quand t'es Le Monde? Parce qu'évidemment, on se doute bien que c'est pas quelqu'un qui appelle en disant faut mettre tel article ou faut pas mettre tel article, mais c'est plutôt insidieux. Tu sais que il y a certains sujets, c'est un peu compliqué, etc. Donc vous, on va revenir au SPIL parce que parler du Monde, c'est compliqué. Il y a pas de preuves, en fait. Ils sortent quand même des papiers. Est-ce qu'ils en sortiraient plus s'il n'y avait pas... Alors, je vais être très clair. Je ne crois pas du tout que Le Monde soit pas indépendant. Il y a trop de négations dans cette phrase, mais je ne dis pas du tout que Le Monde n'est pas indépendant. Je pense que Le Monde a une force suffisante pour que sa rédaction, on l'a vu dans lève le bouclier. L'entrée potentielle de CMI à un moment, ils ont une telle force qu'en fait, ils peuvent faire respecter ça. Après, ce que je pense, mais ça vaut pour tous les médias, y compris les médias indépendants pour le coup, que la meilleure forme et la meilleure protection contre ça, la meilleure forme d'indépendance, c'est la rentabilité. Si tu es maître de ton destin, la dépendance, elle arrive quand tu as besoin de lever des fonds pour te sauver, quand tu as besoin de chercher un investisseur en catastrophe parce que... Oui, alors c'est pas la rentabilité, c'est plutôt le manque de rentabilité. Oui, ce que je veux dire, c'est que la meilleure garantie de l'indépendance, c'est la rentabilité. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que nous, on est content d'arriver à l'équilibre, etc. Parce que là où se niche la dépendance, c'est quand tu dépends, mais même quand tu dépends de subventions publiques, quand tu dépends... Voilà. La vraie indépendance, c'est d'avoir une source de revenus et de financement suffisamment diversifiée pour pas dépendre d'une seule et pour pas devoir ta survie à un instant T. Voilà. Pour moi, ça, c'est une définition personnelle. Après, la définition du SPIL, elle est plus simple et je trouve qu'elle est très bonne. C'est de dire qu'un média, au sens, pas la rédaction, un éditeur de médias, parce que le SPIL est un syndicat d'éditeurs, un syndicat patronal, est indépendant dès lors que la majorité de son capital est détenue soit par ses fondateurs, ses journalistes, soit par des gens dont la majorité des centres d'intérêt est dans les médias. C'est-à-dire qu'on considère qu'un média doit appartenir à des gens dont la majorité des activités, c'est de faire du média. Voilà, dont le métier, c'est de faire du média, parce que ça évite les potentiels conflits d'intérêts entre l'activité des propriétaires de ces médias et est-ce que tu es un professionnel des médias voilà. Donc un grand groupe de médias peut tout à fait, pour le SPIL en tout cas, dès lors que l'actionnaire est Sud-Ouest par exemple, alors je connais pas le détail de l'actionnaire, une famille ou Ouest France, c'est une fondation pour Ouest France. Je peux le dire malicieusement, on pourrait tout à fait adhérer à SPIL. Bayard, qui appartient, je crois, aux Assomptionnistes. aux Assomptionnistes, pourrait tout à fait... parce qu'ils sont... Voilà, bon, ça sera un cas d'école intéressant. Mais... et on voit bien... Bolloré en est une sorte de caricature, que quand le centre des intérêts de quelqu'un peut être... Il peut y avoir une suspicion qu'il ne soit pas dans les médias, ça peut créer des problèmes c'est un problème qui à mon avis peut quand même se poser sur CMI. Oui, on peut.
Ça a toujours été ça, la définition de l'indépendance au SPIL? Ça a toujours été 50% de mémoire? Oui, C'était vraiment genre 100%. Mais... Alors, je suis pas un historique, je pense que ce critère de majorité, il est acquis à un moment. Ok. Il y a des choses qui ont évolué au SPIL qui sont plutôt liées au support, hein, c'est-à-dire que c'était d'abord le syndicat de la presse en ligne et c'est devenu plutôt le syndicat de la presse indépendante. On a mis ça en avant, c'est-à-dire que maintenant... On peut être éditeur d'une... Papier et être au SPIL. Le critère de l'indépendance est devenu le critère majoritaire. Ok. Voilà, peut-être de l'aparté sur l'indépendance, c'était intéressant de voir ça. D'ailleurs, vous êtes très clair là-dessus, hein, il y a une charte, vous publiez absolument... On publie tout. Nos actionnaires, on publie les subventions qu'on touche, voilà, on publie on a publié là nos comptes, voilà, on essaye d'être le plus transparent possible, parce que ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est aussi parce qu'on sent quand même sur ce déficit de confiance globalement dans les médias, envers les médias, et nous, notre conviction, c'est qu'il faut être le plus exemplaire possible sur ces sujets-là, sur l'éthique, sur la déontologie, si on veut essayer de rassurer un peu et si on veut essayer de distinguer aussi ce que c'est qu'un média professionnel qui suit une déontologie, qui respecte la charte de Munich, etc., d'autres formes d'information. Et pour ça, il faut être exemplaire, parce que sinon... c'est compliqué. Oui, dès qu'il y a la moindre suspicion derrière... Voilà, elle peut être parfois injuste, mais elle est là. Et voilà, nous, je te disais tout à l'heure, on a des business angels au capital, y compris des grands noms du capitalisme français, qui sont le plus élevés. Ils n'ont pas plus de 4%, mais régulièrement, il y a des gens qui nous disent « J'ai découvert, parce qu'on le publie, hein, que vous aviez Niel à 4%, vous n'êtes pas indépendant. » Tu vois, sur un truc où... ouais, alors que vous publiez et que c'est 4%. Et d'ailleurs, pourquoi ils le font, d'après toi? Pourquoi un Xavier Niel c'est un amoureux de la presse, c'est un projet auquel il croit. Il n'aura jamais un euro. Enfin, alors, je le souhaite qu'un jour, oui. Ça voudrait dire que vous êtes très rentable, qu'il y a des dividendes et ça voudra dire que vous garderez votre indépendance. Mais bon, tu vois, versus une start-up, on sait qu'investir dans un média, c'est compliqué. C'est pas là que tu vas avoir un ROI. En l'occurrence, il faudrait lui demander à lui. La vérité, c'est que je ne sais pas pourquoi il le fait. Pour d'autres gens à notre capital, je pense qu'il y a lui, d'une certaine manière, lui, il a investi dans beaucoup de titres et je pense qu'il faut séparer. Il a des participations très minoritaires et très petites dans pas mal de titres. Donc je suppose qu'il y a plus un côté presque soutien, de mécénat. Et après, il a par ailleurs un vrai groupe de médias où c'est des médias qui contrôlent, quoi. Enfin, oui, le Monde, Paris Turf, France Antilles, etc. Donc c'est deux classes différentes. Après, sur d'autres gens à notre capital, je pense qu'il y a une forme de sympathie et de séduction pour le projet ou pour la personnalité. C'est des gens qui parfois lisaient, une partie des journalistes qui étaient là. Donc, c'est bien, il faut soutenir aussi les peut-être des gens qui aimaient bien le Canal+ d'avant Bolloré. Voilà, tu vois. Mais je connais pas leur motivation et on est vraiment dans une logique, c'est pas des gens qui, enfin c'est des gens où nous on fait plutôt un reporting classique 1 ou 2 fois par an. Mais oui, il n'y a pas de board, il n'y a pas de... Nous, pour le coup, on a verrouillé évidemment la gouvernance pour qu'il n'y ait que les fondateurs représentés, donc il n'y a pas d'autres échanges à part ça et c'est tout. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Je reviens sur le modèle. On était... tu me diras, c'est un peu ma grande spécialité, les allers-retours, mais sur les obsessions, est-ce que les abonnés peuvent participer aux orientations éditoriales? Quelle interaction vous avez avec votre communauté, vos abonnés? Alors, sur les obsessions, en tant que tel, on a un vrai rendez-vous annuel qui est... donc, on a une société des Amis des Jours. Les foules. Voilà, la foule. La foule, pardon. Enfin, non, je disais c'est la foule au sens... ah, pardon, je crois que c'était le nom qui avait été donné à la société. Non, c'est la Société des Amis des Jours, qui est une SA, donc c'est l'enfer, ça fait la SA, bref. Mais non, c'est une Société des Amis donc, qui réunit des abonnés et qui, une fois par an, fait une conférence de rédaction avec eux et on choisit 5 ou 6 sujets potentiels d'obsession qu'on soumet ensuite au vote de tous nos abonnés. Et donc, chaque année, il y a l'obsession des lecteurs. D'accord. La dernière en date, c'était sur... je vais dire une bêtise. On a une année sur les abeilles et l'an dernier, c'était pas sur les influenceurs. Non, la prochaine, c'est sur les influenceurs, je crois. Et la précédente, c'était sur plus les arnaques. C'était le truc, la question elle est vite répandue. Voilà, sur les
les arnaques en ligne. D'accord, oui, c'était sur Voilà. le truc de formation, un peu des scams. Donc voilà, des choses comme ça, qui était une super série d'ailleurs. D'accord, donc vous leur donnez le droit de choisir, parce Ouais, qu'en fait, ils votent sans aucune connaissance particulière du sujet, c'est plus sur un titre. sur un thème, Ouais. on essaye d'aider. Mais c'est toujours un moment sympa parce qu'on a, tu vois, il y a peut-être 150 actionnaires de la Société des Amis, mais il y en a souvent 20 ou 30 qui participent à la Ouais, qui sont vraiment conférence actifs. de rédaction, donc ça fait une discussion sympa en visio sur qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme thème. Donc ça, c'est un instant T. Après, on avait fait le choix, nous, dès l'origine, de ne pas avoir d'espace de commentaires ou de choses comme ça, parce qu'on trouvait que le bilan était assez mauvais à l'époque, en tout cas en 2015-2016, de la manière dont ça se passait dans les espaces de commentaires des médias généralistes, notamment avec toujours ces problématiques de trolling. Oui, Et pour que ça se passe bien, il fallait en fait un peu de ressources, un peu de des modération. ressources telles de modération que ça ne nous paraissait pas. Et puis surtout, ça ne nous paraissait pas... Enfin, l'expérience qu'ils avaient eue à Libé, notamment, c'est que c'était un peu des zones voilà, de territoire comanche où Ouais, soit tu te fais défoncer, soit c'est le bar PMU. Et... Voilà. Et en revanche, on a toujours pris soin, dès le départ, d'être très transparent sur ce qui se passait à l'intérieur des jours. Même la création des jours, on n'en a pas parlé, mais entre 2015 et 2016, on a fait un crowdfunding. On a annoncé qu'on allait sortir, on a fait une landing page en mode un peu start-up. On recueilli quelques dizaines de milliers d'emails et on a raconté par une newsletter hebdomadaire qu'est-ce que c'était que de créer un média. On a raconté, on a été à un événement de recrutement pour trouver un dev. Tu vois, c'était très pas mal de storytelling autour de la création du média. Donc on a toujours joué la transparence. Enfin, plus que joué, on a toujours été le plus transparent possible sur ce qui se passait chez nous. Et aussi, on a toujours encouragé les gens à nous écrire. On répond à tous les mails, on discute. Enfin voilà, on essaye d'instaurer quand même d'incarner ça. On fait aussi des événements physiques de temps en temps. Avec les abonnés. Ouais, avec les abonnés pour présenter nos séries, etc. On essaie de faire ça. Bon, le Covid a rendu ça plus compliqué. Ouais, forcément. Mais on essaie de faire ça plusieurs fois par an. Mais ça, c'est bien. Je sais pas si tu as vu le lancement de Tortoise qui fait ça. Un média américain qui parle à ses abonnés. Il envoie, alors c'est le début, hein, mais ils envoient un mail à ceux qui s'inscrivent à la newsletter. Il y a Samy chez nous qui a eu interviewé au Google Meet, parce qu'il voulait savoir un peu les motivations. Donc vraiment de l'interaction avec la communauté. Puis il y avait l'exemple un peu fameux de The Correspondent aux Pays-Bas. Et puis ils avaient lancé la version anglaise où là vraiment tu avais un comité éditorial avec les abonnés qui participaient vraiment là de manière assez... J'avais plus suivi, j'avais rencontré quelques-uns à des conférences et j'avais suivi malheureusement que l'aventure américaine s'est moins bien passée. Ouais, bien ce modèle a été plus difficile à répliquer. Et donc pour être sans langue de bois, on n'est pas le média qui joue le plus l'interaction, je dirais, avec la communauté. Avec la communauté, mais c'est super important pour nous. Mais c'est pas intégré dans nos process en ligne. C'est pas dans votre ADN. C'est dans notre ADN, mais si tu veux, mais pas au sens pas des procédés techniques, on va dire. C'est dans notre ADN au sens où on essaie courrier lecteur, des d'être proche de événements. nos abonnés, de les voir, etc. Mais pour l'instant, notamment parce qu'on n'a pas trouvé le mode satisfaisant au sens technique du terme de qu'est-ce que pourrait être des commentaires pertinents. Ouais, qui viennent un peu enrichir ou compléter la réflexion. Ouais, le truc franchement qu'on a fait le mieux, c'était plus avec le Covid, des zooms sur des enquêtes données où on avait une super enquête sur les migrants au Sénégal. On avait fait un zoom avant que l'équipe parte, puis quand ils étaient là-bas avec un petit noyau d'abonnés, mais ça avait donné des choses assez intéressantes. Ouais. Assez intéressant. Donc on expérimente et puis on fait une newsletter mensuelle où on raconte, ça s'appelle les dessous des jours, c'est le mercredi à midi, le premier mercredi du mois à midi, parce que t'as la sirène des pompiers. Ouais. Et, tu vois, c'est marrant, c'est la première fois qu'on a fait ça. On raconte les titres auxquels vous avez échappé, toutes nos mauvaises idées de titres qui n'ont pas passé voilà. Donc quand même, on sait souvent que dans les médias en ligne, il faut quand même incarner, donner de la chair, parce que sinon Et un peu d'autodérision. Parce que vous êtes sérieux, hein. Les jours, il y a ce côté... Alors, on est sérieux, mais en même temps, on est les meilleurs en titre avec des blagues. Donc, voilà. Donc ça vaut le coup de les partager. Voilà. Vous devez mourir d'envie de les partager, en fait, vos blagues. Non, on est un média sérieux, mais on a un petit ton, on va dire. Ouais. Surtout certains de nos journalistes, on est un peu impertinent. Un peu impertinent, c'est clair. Mais c'est important en même temps de pouvoir se distinguer comme ça. On a parlé un peu de data. Alors, justement, vous mettez en avant sur le site pas d'utilisation de data pour la publicité, de tracking, etc. Je pense que c'est quelque chose d'assez fort. Est-ce que pour autant, toi,
tu regardes un peu la data, consommation, si un mec se connecte pas, ou ce qui plaît, qui peut dicter le choix de futures obsessions, etc. Est-ce que, tu vois, on a parlé de Jean-Christophe Boulanger, que tu connais bien, de Contexte, ou un Edmond Espanel de Brief.me, qui sont des mecs un peu obsédés par la data. Très proche camarade du Speed et d'excellents éditeurs. Voilà. Est-ce que vous avez ça un peu aussi en vous ? Oui, alors on a comme tu l'as dit, on a les deux, c'est-à-dire qu'on a une éthique de la data, mais qui est assez classique pour un média sans pub, où il faut être cohérent avec sa promesse. Oui. Donc voilà, il faut c'est pas limite, faire n'importe ce quoi. serait une faute de ne pas l'indiquer que vous le faites. Il faut essayer d'être le plus, d'avoir une sorte d'hygiène de la data, enfin de collecter que ce qui n'est strictement nécessaire, de raconter pourquoi tu le collectes et on essaye, tu vois, on a migré, on est en train de débrancher Google Analytics, on a notre propre instance de Matomo, on a même arrêté, on avait quelques petits bouts de serveurs aux États-Unis, on a tout rapatrié en Europe. Enfin voilà, on essaye d'être assez clean de votre côté. Voilà, exemplaire parce que voilà, il faut s'appliquer ce qu'on prêche. On est sensible à ces sujets vie privée évidemment. On n'est jamais parfait, mais voilà, on essaie d'être le mieux possible là-dessus. Mais après, évidemment qu'il y a des datas qu'on regarde. Moi, un des trucs que j'aime bien regarder, c'est par exemple le pourcentage de nos abonnés qui s'est connecté chaque semaine, parce que ça me donne une idée de l'intensité de l'intérêt que ce qu'on fait a pour nos abonnés. Évidemment des métriques d'abonnement, désabonnement, de churn, etc. Ça, on suit ça d'assez près. Et après, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le dicter on va pas choisir des obsessions sur de la pure data. Par contre, on va essayer de se faire une idée de tiens, ça a plutôt presque plus marché que ce qu'on pensait, ou ça c'est très abonogène, si j'ose dire. Ça fait peut-être un peu moins de trafic, mais par contre c'est très lu par nos abonnés, donc c'est que ça leur plaît, tu vois. Voilà. Donc ça quand même, vous le sortez, vous l'étudiez ensemble, vous le regardez quoi. Ouais, on le regarde avec les équipes marketing, avec Isabelle, voilà, on partage. Chaque semaine, on partage aussi à la rédaction, on leur dit voilà ce qu'ont lu nos abonnés cette semaine, voilà sur quoi il y a eu du trafic, etc. Bon, écoute... Très clair. Sur le modèle économique, comme je tiens à le dire, il y a un abonnement accessible pour les personnes dans la précarité. Oui, on fait un abonnement tarif réduit en mode confiance. Voilà, on le dit si vous n'avez pas on l'appelle l'abonnement jouriste désargenté. Et voilà, si vous êtes dans une situation difficile, vous pouvez évidemment avoir cet abonnement-là. Ça a eu un impact sur le churn ? Oui, parce qu'on l'utilise aussi comme proposition d'avant des abonnements. Pour les gens qui se désabonnent, on leur dit si c'est pour des raisons strictement financières, on a aussi cet abonnement-là si ça vous intéresse. Donc ça, évidemment, on s'en sert comme ça. Je pense que ça fait aussi de manière très terre à terre. C'est une forme de discrimination tarifaire qui marche assez bien. C'est-à-dire que voilà, en fonction de la propension de ton public à payer, il y a des gens... Nous, on a vraiment fait le choix d'être en mode complètement... Voilà, on ne demande pas de justificatif aux gens, etc. Et on voit qu'il y a même des gens qui nous disent ça y est, je suis plus étudiant, mais je continue à vous lire, est-ce que je peux repasser au juriste normal. Tu vois, on a vraiment des abonnés très engagés. Nous, c'est une des forces des jours. On n'est pas un média de masse, tu l'as compris, voilà, 11 000 abonnés, etc. Mais on est un média où nos abonnés nous aiment beaucoup et sont très attachés à nous et nous le disent. Donc ça, c'est toujours agréable. Et vous pourriez tester un abonnement justement, parce que donc là, libre, mais dans les deux sens. Les gens peuvent payer plus parce qu'ils veulent vous soutenir. Est-ce que souvent, il peut y avoir des bonnes surprises, tu vois, surtout sur un média avec ces valeurs-là. Tu dis que c'est une communauté un peu engagée, il y a de la transparence. Des gens seraient peut-être prêts à payer, je sais pas, 100 € par mois. Alors, d'une certaine manière, on le fait via des appels aux dons. C'est une manière pour nous de solliciter ceux de nos abonnés qui sont les plus attachés à nous. Comme on est un média IPG, on a accès à la plateforme J'aime l'info qui est opérée par le SPIL, donc qui permet de faire des appels à des dons défiscalisés pour des médias, et dons défiscalisés à 66%. Il y a pas mal de médias maintenant qui ont un modèle économique d'ailleurs qui ne repose que sur ça. Nous, c'est plus un complément, mais on fait une campagne, on a un bouton de dons qu'on présente assez régulièrement, et on fait une campagne en fin d'année, puisque c'est l'époque généralement où les incitations c'est plutôt que les incitations fiscales sont plus fortes à ce moment-là, et on fait une campagne de dons qui est surtout auprès de nos abonnés, parce que généralement les gens qui ne sont pas abonnés vont pas spontanément donner. Donc c'est une forme, premier geste, c'est de s'abonner. Voilà, c'est une forme d'upselling, si tu veux, ou de manière pour nos abonnés les plus engagés de nous aider un peu plus. Sans contrepartie. Alors
évidemment sans contrepartie, c'est une des conditions de la défiscalisation, si je peux me permettre. Ouais, non, mais t'as raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la nuance, t'as pas le droit pour... C'est pas un crowdfunding où tu peux promettre... Voilà. Le don défiscalisé, il doit être sans contrepartie. En fait. D'accord. Top. Pour un peu ouvrir, dernière un peu partie, les perspectives futures, j'aime bien un peu me projeter en tant que donc, juriste et spilien. On est dans les néologismes, après ton abogène, c'est ça que tu disais Abonogène. Abonogène. C'est copyright Julien Impact, notre directeur marketing, qui dit je regarde les contenus clickogènes et abonogènes. Voilà. D'accord, mais j'essaie de le replacer ça. C'est quoi les défis que tu vois un peu émerger pour les éditeurs indépendants en ligne, ce que vous êtes? On a un peu parlé, mais si on se projette un petit peu, c'est quoi les grands défis? Ouais, j'en ai un peu parlé. Non, je dirais dans les défis qui concernent toute la presse, pas que la presse indépendante, en tout cas toute la presse en ligne. Moi, le sujet de préoccupation pour moi et avec ma casquette Les Jours et avec ma casquette Spiel, c'est quand même que la presse en ligne a perdu la maîtrise de sa distribution depuis le passage en ligne. Je fais un petit flashback historique. En France, on a une belle loi en 1947 qui s'appelait la loi Bichet, qui garantissait que tous les journaux puissent être papier, puissent être à égalité repris dans tous les kiosques de France et de Navarre. Alors cette loi, elle avait peut-être d'autres inconvénients, il y a eu des soucis de distribution de la presse évidemment, mais c'était une belle idée. L'égalité d'accès, tu crées un journal, tu peux être distribué partout et à égalité. Avec les gros. Voilà, avec les gros. Et le réseau de distribution, pour le meilleur ou pour le pire, mais enfin, en tout cas appartenait... mais dans l'idée pour le meilleur. Dans l'idée pour le meilleur, appartenait, c'était une coopérative et appartenait à la presse. Et en ligne, on voit bien que cette distribution, elle a totalement échappé à la presse, même avec des marques très fortes. Le trafic des médias est rarement un trafic qui vient de leur propre spontané, marque, oui, spontané. Ça vient souvent du SEO, des donc voilà, moteurs SEO, de recherche. à la merci de plateformes dont on voit tout le temps qu'elles sont à la fois, enfin qu'elles ont évidemment leurs propres intérêts, qu'elles ne sont pas éternelles parfois, qu'elles peuvent changer de propriétaire, être racheté par Elon Musk, changer d'algorithme. On voit ou des intérêts comme Meta, Facebook, Facebook qui complètement détourné des médias. Qui sur un changement de stratégie ou voire même sur un changement d'humeur d'un CEO va se détourner. Et ça, pour moi, c'est un élément de danger extrême. Et c'est même un problème démocratique, en fait. C'est-à-dire que on a une distribution de la presse qui a échappé à la presse et qui est à la merci de gens qui ont d'autres intérêts. Voilà. Donc il y a une vraie, à mon avis, urgence à se poser la question de comment réguler ça, comment le Spiel disait comment faire une loi Bichet du numérique, mais comment avoir un peu de régulation démocratique sur quelles sont les nouvelles, quels sont les médias qui sont exposés au regard des internautes et des visiteurs, parce que on le voit bien avec les problématiques de guerre informationnelle, de guerre en Ukraine, de médias tenus par des puissances étrangères, qu'il y a un sujet quand même sur que les algorithmes font arriver devant nos yeux, et pourquoi et comment. Et même, sans parler de sujets aussi graves, le fait que ce soit Google Discover ou Apple News, donc des trucs dont personne ne sait exactement comment ça fonctionne, qui déterminent à ce point la hiérarchie du trafic est un vrai sujet d'inquiétude. Donc pour moi, Mais vous avez réfléchi au-delà de se dire on va faire une loi Bichet sur le numérique, ça pourrait prendre quelle forme? Vous avez tiré un peu le fil avec le Spiel, tu veux dire? Oui. On a des idées. On va. Je pense que Emmanuel Macron a annoncé des états généraux du droit à l'information. Ça sera l'occasion d'en avancer, mais à notre avis, ça passe en tout cas par une vraie attention à la... Bon, les lois européennes, on ne va pas être trop technique, mais DSA, DMA ouvrent des portes pour ça. Mais il y a un vrai contrôle démocratique de comment marchent ces algorithmes, qu'est-ce qu'ils mettent en avant, et est-ce qu'il ne faut pas introduire une forme de must carry, d'obligation par exemple d'exposer certains médias. Enfin, pour moi, il y a un vrai défi majeur. Donc c'est un des trucs en tout cas sur le long terme, voilà. Et après, de manière plus terre à terre pour la presse indépendante, on le voit bien, il y a une fragilité économique quand même qui est forte. Il y a des problématiques d'inflation, on parlait de la fatigue informationnelle, enfin d'inflation, de budget pas extensible de lecteurs, qui fait que toute l'industrie est dans une situation parfois économiquement assez difficile. Donc les années qui viennent vont pas être simples pour tout le monde, c'est clair. Bon, écoute, on suivra ça, que ce soit via le Spiel ou via l'évolution des jours.
Est-ce que t'as, pour terminer l'épisode, j'ai l'habitude de demander si t'as un truc cool à nous partager. Alors évidemment, je mettrai l'URL vers les jours, donc c'est pas la peine de me répondre les jours, je sais que c'est cool. Je te cite pas les 10 articles des jours qu'il faut lire sur le site. Mais je pourrais mettre quand même les séries / obsessions dont on a parlé, quand même pour aller voir un peu de quoi il retourne et si possible donner envie aux gens de s'abonner au jour. Mais est-ce que toi, Augustin, t'as un truc cool à nous partager, que c'est une série, un livre, une ville, un musée, ce que tu veux? Allez, écoute, deux choses. On va, pour sortir un peu un livre que j'ai lu récemment que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Ceux qui restent. C'est un livre d'un lieutenant-colonel de l'armée de terre. Voilà, on est sur un sujet différent qui s'appelle Jean Michelin et c'est un roman qui parle de soldats de retour d'opération. Et en ces temps un peu troublés, j'ai trouvé ça super intéressant de pénétrer un peu dans l'univers que parfois on connaît mal quand on est civil des militaires. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une belle plume, donc c'est un très beau roman, Ceux qui restent. Et allez, de la musique, puisqu'on parlait de musique et de Sofia Fanen, c'est Sofia Fanen qui m'a pointé là-dessus. Il y a un enregistrement un peu mythique de Janis Joplin, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle qui a été enregistré en 64 et le titre s'appelle The Hesitation Blues et c'est Janis Joplin toute jeune qui est juste avec un guitariste et derrière il y a un bruit de machine à écrire. C'était un bootleg assez mythique. Elle était juste chez un guitariste et il y avait la femme du guitariste qui tapait la machine. Et c'est un enregistrement d'une demi-heure et c'est super touchant parce que c'est Janis Joplin toute jeune qui chante du blues de manière très pure. Pour ceux qui aiment bien Janis Joplin. Hesitation Blues, voilà. Bon, et ben écoute, on mettra. Alors, je sais pas si on le trouve en ligne, soit sur YouTube. Il est complètement sur les plateformes Spotify. Même sur les plateformes. En fait, c'est un single d'un album qui ressortent le truc. En fait, c'était des bandes qui circulaient sous le manteau. Et là, ils font un vrai album. Et donc, c'est sur Spotify, sur Apple Music. Tu tapes Hesitation Blues, Janis Joplin, t'as le single et l'album va sortir début décembre. J'ai pas d'action là-dedans. Non. C'est juste une belle découverte grâce à Sofia Fanen qui me chambre parce que j'aime bien Janis Joplin et lui. Et t'as bien raison. Et ben pour rester dans les trucs cool, j'ai vu aussi qu'ils viennent de remasteriser l'album Revolver des Beatles, etc. Qui est un des, je crois, le deuxième CD que j'ai eu dans ma vie et donc il m'a fait adorer les Beatles. Ils viennent de remasteriser. Ils ont l'art et la manière quand même toujours de nous faire créer du désir. Exactement, c'est aussi disponible sur les plateformes. Augustin, merci pour ton temps. Merci François pour ton écoute, c'était question toujours pertinente. Eh ben écoute, non mais je t'en prie, on salue aussi Lila qui m'a aidé à préparer cet épisode. Et puis merci pour ta transparence, c'était hyper intéressant. J'espère que vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout avez appris en tout cas des petits secrets ou en tout cas la manière de fonctionner d'un média indépendant et les jours. Une belle réussite, un média rentable, 11 000 abonnés. Bravo et à bientôt. À bientôt François. Merci à tous, salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.